Bonjour et bienvenue sur la Maïeutique. Donc Maxime, nous voilà pour faire un petit point économique sur la situation de la France. Beaucoup d'auditeurs de la Maïeutique nous disent qu'ils apprécient notre émission, ils déplorent d'ailleurs qu'elle ne soit pas plus largement diffusée, et je leur réponds qu'il y a toujours une incompatibilité entre la quantité et la qualité. C'est-à-dire quand on fait quelque chose de qualité, on ne peut pas avoir beaucoup d'auditeurs. Mais ils peuvent nous aider, d'abord nous encourager par leur like, parce qu'effectivement, ce qui fait que nous continuons, c'est cet encouragement. Et ils peuvent partager l'émission et la faire circuler, et je répondrai personnellement à tous ceux qui me poseront des questions. Donc je rappelle pour nos auditeurs que l'on essaye de ne pas prendre parti, et encore moins dans des partis politiques divers et variés, et que l'information économique qui est apportée est normalement la plus neutre possible. Donc aujourd'hui Maxime, on va faire un point avec vous sur la situation financière et économique de la France. Oui, j'ai présenté l'autre soir à Paris pour le Centre d'études prospectives stratégiques et un think tank de jeunes gens qui s'intitule le CSI, Centre de stratégie et d'initiative. J'ai présenté une analyse sur l'endettement de la France. Et donc, je voulais partager cette présentation avec les auditeurs de la Maïeutique. Donc Maxime, quand on parle de situation financière d'un pays, en général, on regarde des indicateurs économiques et l'un des premiers, c'est la croissance. Donc pour 2025, que pouvez-vous nous dire sur la croissance de la France? Serons-nous en croissance? Les prévisions de croissance cette année, M. Bayrou a retenu celle de la Banque de France, 0,8%. C'est pas beaucoup. Et en réalité, quand on regarde la situation, elle est plate. C'est-à-dire, l'économie est pratiquement à l'arrêt. Nous sommes à Albi. L'autre soir, je participais à la présentation par le directeur de la Banque de France, le président de la CCI et le président de la Chambre des métiers, à une présentation qui montre que nous sommes à l'arrêt. L'économie est à l'arrêt. C'est-à-dire en termes de prévision, d'anticipation, de volonté d'investissement, de confiance, le niveau des défaillances est à un niveau historiquement très élevé. Donc nous sommes dans une économie à l'arrêt, mais avec officiellement une prévision de croissance de 0,8%, qui est à peu près la même dans la zone euro. Bon, ce qui se passe dans le Tarn, ça reflète plutôt une situation générale, non? Je ne sais pas, mais oui, le Tarn n'est pas un département plus sinistré que la moyenne de la France. Donc moi j'ai eu le sentiment d'une économie à l'arrêt, d'un secteur du bâtiment à l'arrêt, et donc en dépit de la baisse des taux d'intérêt dont nous avons dit dans notre précédente émission qu'elle n'était pas durable à long terme, même si les taux de la BCE vont encore baisser un peu, les taux long terme sont plutôt à la hausse. Et donc c'est pas de nature à faire une relance durable du bâtiment. Parce que pour qu'il y ait une relance du bâtiment, il faut qu'il y ait une relance du logement, et il faut qu'il y ait une volonté d'acheter des logements. Donc là, il y a une petite reprise depuis quelques mois, un peu partout en France, mais elle va forcément s'interrompre, je dirais, l'année prochaine, si les taux d'intérêt augmentent. Alors Maxime, vous êtes venu, il me semble, avec des données qui vont nous permettre d'éclairer la situation. Non, j'ai préparé un diaporama pour mes amis du CSI et du CEPS que je suis allé présenter à Paris l'autre soir, dans une soirée, et je me proposais de le présenter aux auditeurs de la Maïeutique. Alors, quand je lève le bras, ça veut dire qu'on va regarder un graphique. On va peut-être pas tous les regarder, mais là, vous voyez le mur de la dette. Vous avez l'évolution de la dette publique depuis 1996. Vous voyez qu'elle augmente constamment et qu'il y a même une accélération au cours des dernières années. Je répète le chiffre que j'ai donné dans l'émission précédente. Nous allons vers 115% de dette sur PIB. L'Allemagne est à 64%. Et vous avez toute une série de pays d'Europe du Nord, les Pays-Bas, et puis les pays baltes d'ailleurs, qui sont à des ratios de 30%, donc autour de 30%. Donc des ratios 4 fois moins élevés que nous. Le deuxième graphique, et d'ailleurs le graphique qui suit, le deuxième et le troisième,
sont des graphiques sur la divergence. Et c'est ça qui compte, parce que dans le fond, tout le monde s'endette. La question, c'est est-ce que nous nous endettons plus vite ou moins vite que les autres? Et là, je propose à nos auditeurs de regarder ces courbes qui remontent à 1992. Là, le graphique s'arrête en 2022. Et je leur propose de regarder le bleu clair par rapport au rouge. Le bleu clair, c'est la France, le rouge, c'est l'Allemagne. Et on voit que depuis 2010, l'Allemagne se désendette alors que la France s'endette de plus en plus. Et regardez bien, vous voyez que depuis la crise sanitaire, depuis 2020, il y a une pente de la courbe bleue qui est beaucoup plus forte que la pente de la courbe rouge. Ce qui veut dire que cette divergence s'est accrue. Vous voyez même qu'après, en 2021, la courbe rouge, l'Allemagne, diminue alors que celle de la France continue à augmenter. Et le graphique suivant est encore plus intéressant. Il montre ce que représentent les émissions de dette des principaux pays de la zone euro par rapport au total de la zone euro. Alors vous avez sur le graphique la France en rouge, vous avez l'Allemagne en mauve et vous avez l'Italie en bleu. Vous voyez que la France est le premier émetteur de dette de la zone euro, en gros un quart, 24,7% de l'émission totale de dette de la zone euro. Cela va représenter une émission de 340 milliards cette année. Et vous voyez que la courbe rouge augmente sans cesse, alors que la courbe mauve, l'Allemagne, diminue. Vous voyez, je ne sais pas si vous lisez les chiffres, mais en 2000, c'était 26%, aujourd'hui c'est 20%, 20,1%. Donc l'Allemagne se désendette, et l'Italie se désendette aussi, puisque le chiffre était de 28% des émissions de la zone euro en 2000, alors que aujourd'hui, enfin en 2024, l'émission était de 22,5%. Donc on voit très bien sur ce graphique que notre endettement diverge de la zone euro, et c'est ce qui explique l'augmentation des spreads de taux d'intérêt, c'est-à-dire l'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, qui est actuellement de 80 points de base, le taux le plus élevé des dernières années. Et un taux d'emprunt à 10 ans qui est le taux le plus élevé depuis 2011, puisque nous empruntons désormais régulièrement à plus de 3,5%. C'est-à-dire que nous remplaçons des titres de dette émis en 2016 à 0% par des titres de dette qui désormais sont à 3,5% et qui demain seront, à mon avis, à 4%. Très intéressant ces graphiques. On voit bien l'accélération de la dette de la France. Vous avez d'autres graphiques, Maxime ? Oui, je vous propose de voir deux graphiques de plus. Ce graphique est très intéressant parce qu'il montre que plus les prélèvements obligatoires augmentent, plus le taux de croissance baisse. Alors en bleu, c'est la croissance, et en rouge, ce sont les prélèvements obligatoires. Et vous voyez que depuis le début des... On pourrait dire depuis le premier choc pétrolier, c'est-à-dire 1974, et plus encore depuis le début des années 90. Vous pensez qu'il y a vraiment un lien de cause à effet entre ces deux courbes ? Ah si, il y a un lien, enfin on va en parler si vous voulez. C'est que plus il y a d'impôts, plus il y a de prélèvements, moins il y a de croissance. Alors, ça a été démontré par un prix Nobel, Kenneth Rogoff. Alors lui, sa démonstration, qui est une simple d'ailleurs corrélation statistique, il le faisait par rapport à l'endettement, qui est le graphique suivant que j'ai sous les yeux. Mais c'est pareil, les prélèvements, l'endettement, le graphique est exactement le même. On voit que le taux de croissance diminue régulièrement avec le taux d'endettement public. Et donc oui, il y a un lien. C'est bien d'ailleurs ce que nous disent tous les jours les économistes, c'est que vous avez deux moyens de réduire le déficit, c'est de baisser les impôts ou de baisser les dépenses. Bon. Dans les deux cas, vous déprimez la croissance. Mais si vous
le faites en augmentant les impôts, vous la déprimez encore plus que si vous baissez les dépenses. Et Patrick Artus, qui est pour moi le meilleur des économistes français, lui dit les choses autrement. Il dit, il y a une manière d'augmenter la croissance, c'est sans déprimer, justement, c'est d'augmenter la quantité de travail, de travailler plus. Et là, nous retrouvons sur quelque chose qu'on a longuement expliqué dans nos émissions précédentes, c'est que nous avons les taux d'emploi des seniors les plus bas du monde, et les taux d'emploi des jeunes les plus bas du monde aussi. Et donc, il nous manque 30 points d'activité des seniors, et il nous manque 10, 20 points d'activité des jeunes. Et tout ça, c'est 140 à 200 milliards de cotisations et d'impôts qui nous manquent. Alors, si on pouvait remettre tout le monde au travail, on retrouverait un peu de croissance sans augmenter les impôts. Alors, je me suis fait insulter parce que j'ai écrit ça, et le type qui m'a insulté n'a pas compris, je lui ai répondu gentiment, poliment, prenez le nombre total d'heures de travail rapporté à la population. C'est pas le nombre d'heures de travail par salarié. Là, on est dans la moyenne inférieure. Mais c'est rapporté à la population, parce que on a beaucoup trop de retraités et beaucoup trop de jeunes qui ne font rien. Voilà le sujet. Et ça, une mission extérieure le verra. Ça saute aux yeux, ils le savent déjà. Oui, on précise d'ailleurs qu'une partie de ces graphiques ont été réalisés par Marc Toiti. Ces graphiques ont été faits par Marc Toiti, vous avez raison de le préciser, le cabinet Agdefi. Et oui, c'est une qualité de Marc Toiti, c'est qu'il fait de très très bons graphiques. Alors justement, une question sur le dernier graphique, parce qu'on ne va pas se mentir, au gouvernement aussi, ils sont largement capables d'avoir d'aussi beaux graphiques. Pourquoi tous les gouvernements ont-ils augmenté les prélèvements d'impôts, puisqu'il est établi que cela casse la croissance ? Si vous voulez, alors pourquoi est-ce que... Bon, votre femme tient un grand café sur la place de la gare. Pourquoi est-ce que vous avez des clients alcooliques ? Je veux dire, on sait très bien quels sont les ravages de l'alcoolisme. D'ailleurs, vous-même, vous ne buvez absolument pas d'alcool. Moi, je bois de temps en temps 1 à 2 verres de vin par jour. Et on connaît les ravages de l'alcoolisme. Mais pourquoi est-on alcoolique ? Parce qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on n'a pas conscience. Et justement, je remercie Toiti de faire ces graphiques parce qu'il remet en perspective ce que ne font jamais les médias. Là, vous avez les graphiques que nous venons de partager avec nos auditeurs, vous avez 40 ans sous les yeux. Et donc, vous voyez les tendances lourdes. Et c'est comme l'alcoolisme, parce que pour repérer l'alcoolisme, il faut repérer la consommation journalière sur longue période. Vous voyez ? Eh bien, c'est pareil. Ça permet d'avoir du recul, de prendre du recul et de réaliser quelle est la réalité, quoi. Mais justement, les politiques ne font pas ça, les médias ne le font pas, et les citoyens on vous a jamais présenté dans les médias des graphiques. C'est pour ça que moi j'en présente. Et je trouve que c'est un très bon travail que fait Toiti de produire des graphiques longs, période longue. D'ailleurs, il y a un graphique qui n'est pas de Toiti, je le signale au passage, qui est que j'ai repéré que j'ai pris à l'OFCE, l'Organisme français des conjonctures économiques. C'est le graphique sur les divergences entre les pays européens. D'ailleurs, on parle de Marc Toiti, moi j'achète ces graphiques à Marc Toiti, mais c'est pas la source n'est pas Marc Toiti, c'est Eurostat. Hein. Là, par exemple, là j'ai sous les yeux la divergence des émissions entre les différents pays européens. C'est Eurostat la source. Hein. Donc tout ça, ce sont des sources officielles. Hein. Oui, tout à fait. Avec son équipe, ils mettent en perspective les statistiques officielles d'ailleurs, hein, et ils les retravaillent pour donner de très beaux graphiques. Ils retravaillent, voilà. Est-ce que c'est grave, docteur ? Oui, c'est grave. C'est grave parce que nous ne sommes plus en mesure de redresser la situation par des mesures ordinaires. Il y aura des mesures palliatives avec un certain nombre d'amis et de relations. Moi, je m'attends à un emprunt forcé qui aura lieu
cette année, l'année prochaine, au plus tard l'année d'après. Ça sera une mesure palliative. Et je vous ai fait passer un article de Philippe Dessertine, économiste formé comme moi d'ailleurs à l'université de Paris-X-Nanterre, où j'ai soutenu ma thèse sciences économiques, qui dit que le FMI sera à Paris à la fin de l'année. Je ne sais pas si le FMI sera à Paris à la fin de l'année, mais nous allons à terme vers une tutelle européenne, FMI, européenne, c'est surtout européenne d'ailleurs sur la France. Et dans cette tutelle, nous serons secourus, nous serons aidés par ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité. Mais il y aura en contrepartie un plan. Et c'est ça que je voudrais, c'est à cela que je voudrais préparer nos auditeurs. Moi, je ne gagne pas d'argent en faisant ça, je suis totalement désintéressé. Je suis ce qu'on appelait autrefois un prof, dévoué au service public. Ce que je voudrais leur permettre, c'est de se préparer à ces événements. C'est de se préparer à ces événements. Parce que quand ça va tomber, ça va tomber. Vous voyez, les débats sont surréalistes en France. Actuellement, on discute pour savoir si on va ajourner la réforme de Madame Borne. Retraite à 64 ans en 2024. Mais c'était une micro-réforme. Le Danemark vient d'annoncer la retraite à 70 ans, à terme. Alors, évidemment, pas pour les métiers du bâtiment, pas pour les métiers durs, pénibles, mais pour les métiers du service, des services et du commerce, le travail du bureau. Mais pourquoi ? Parce que le Danemark a décidé de se réarmer pour défendre le Groenland face aux États-Unis, et ils ont très bien compris qu'ils ne pouvaient le faire qu'en travaillant davantage. Or, le Danemark, vous savez quel est le ratio dette sur PIB du Danemark ? De mémoire, c'est moins de 30%. Alors que nous, en France, nous sommes à 115%. Donc vous voyez bien que, je dis ça pour illustrer que les débats, c'est même pas des débats, c'est nul, enfin, ce dont nous parle la télévision en permanence est complètement décalé par rapport à la réalité, quoi. C'est surréaliste. Maxime, voulez-vous aborder autre chose ? Vous me pouvez me poser d'autres questions. Le problème là, c'est qu'on est dans une catastrophe annoncée. Bon. Et c'est une catastrophe que personne... Moi, j'ai une amie qui est Bac+10, qui est déprimée parce qu'elle a perdu son mari. Enfin, elle me dit, mais j'en ai marre de tes trucs. Alors, elle les regarde quand même, mais elle me dit, j'en ai marre parce que je suis déjà déprimée. Enfin, vous voyez, bon, les gens, il faudrait qu'on leur raconte des histoires. Il faudrait qu'on leur raconte des histoires, mais... des profs, on ne peut pas raconter des histoires, quoi. Enfin, on a dit d'ailleurs que l'on faisait ces émissions pour ne pas tomber dans la propagande ou raconter des histoires. Ben oui, si on fait ça... Voilà, exactement. Mais maintenant, vous allez avoir l'histoire. L'Allemagne a décidé de... Enfin, il faut attendre qu'il y ait un gouvernement, mais le nouveau gouvernement allemand, moi je suis plutôt favorablement surpris par le chancelier Friedrich Kerr, c'est ça, il va lever le frein à la dette. Alors on va dire, voyez, on lève le frein à la dette, donc en France... Oui, surtout qu'en Allemagne, ils sont en dessous de 3%. Oui, mais même pas, ils sont à 2 par là. Bon. Oui, voilà, mais donc, comme en fait en France, on ne comprend pas les chiffres, et on ne les comprend pas parce qu'il n'y a pas d'enseignement sur les chiffres, vous allez entendre de nouveau sur les médias ce genre de conneries, quoi. Alors de ce point de vue-là, j'aime bien Toiti, même s'il est un peu dur, mais il dit plutôt la vérité, quoi. Maxime, un graphique a attiré plus votre attention que les autres. Ça, Toiti est le seul à avoir fait ça. Je le trouve fascinant. C'est celui-là. Qui montre que l'endettement a progressé 3 fois plus vite que le revenu. C'est incroyable, ce truc. Ils pensaient qu'ils allaient pratiquer indéfiniment la relance économique de Keynes. Oui, et on peut se souvenir qu'en 2008, vous savez, moi je suis ça depuis 50 ans, 40-50 ans. Et je le popularise, alors je le popularisais quand j'étais dans mes fonctions. En 2008, donc crise dite des subprimes, crise financière, nous avions exactement le même ratio dette sur PIB que l'Allemagne.
Exactement le même, à 1 ou 2 points près, c'est-à-dire on était à autour de 64%. Aujourd'hui, l'Allemagne est à peu près au même ratio, et nous sommes à 120. On voit bien sur le graphique que l'on émet de la dette pour produire de la croissance. Disons, n'importe quelle personne ayant le niveau baccalauréat, mais avec une bonne note en maths, hein, et ayant l'habitude de gagner sa vie, peut comprendre que c'est insoutenable. Insoutenable, ça veut dire que ça ne peut pas continuer. Ce graphique vous montre que depuis 2008, la dette de la France a progressé 3 fois plus vite que sa production. Et donc c'est ce qui s'appelle vivre à crédit. C'est ce qui s'appelle vivre à crédit pour se payer un coup à boire, quoi. Bon. Et ce que je vous disais à l'instant en privé, c'est qu'en 2008, nous avions le même ratio dette sur PIB. L'Allemagne et nous, on était autour de 64%. Aujourd'hui, l'Allemagne est autour de 62%, et nous allons vers 115%, c'est-à-dire quasiment le double. Donc, vous voyez bien que c'est insoutenable. C'est pour ça que la question que vous m'avez posée tout à l'heure, j'ai un peu du mal à le dire, c'est où allons-nous ? Ben, nous allons à la catastrophe. Et la catastrophe, ça sera le moment où nous ne pourrons plus assumer nos émissions de dette. Nous serons secourus par le mécanisme européen de stabilité, le Fonds monétaire international, mais il y aura un plan, et ce plan nous sera imposé de l'extérieur. On voit surtout, quand on se rapproche de 2024, et si d'ailleurs on prolonge à 2025, qu'il y a une accélération de l'endettement, et pour autant, la production de PIB, la production de croissance est de moins en moins forte, voire nulle si on prolonge la courbe. Exactement, exactement. Alors il y a quelqu'un, bon vous n'avez peut-être pas lu ma dernière chronique, vous avez vu, pour un type de 71 ans, je travaille, hein, trop. Ma dernière chronique qui s'intitule, je vous l'ai envoyée je crois hier soir, qui s'intitule La France dans la trappe à dette. Quelqu'un a réagi en me disant oui c'est vachement bien ce que vous faites, c'est très clair, et c'est exactement ce que dit Charles Gave. Nous avons, et c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que nous avons une accélération là du processus. Et j'ai répondu, Charles Gave, oui, il a raison, sauf que Charles Gave, lui, il est pour la disparition de l'euro, son explosion. Non, moi non, l'euro c'est mon bébé, quoi. Oui, mais on en a déjà discuté ensemble, et je précise pour les auditeurs que ni vous ni moi ne voulons de cette Europe technocratique telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, bien sûr, d'ailleurs, là je vais travailler sur ma chronique, et puis après j'aurai plus qu'à mourir, hein, c'est ma chronique, ça sera Fédération européenne. Je vais expliquer ce que c'est qu'une fédération, c'est pas du tout ce que pensent les gens, quoi. Bon, mais je vois bien sur le réseau LinkedIn que les gens ne comprennent pas, ils sont dans des clichés, ils n'arrivent pas à sortir des clichés. Et puis ils sont dans l'insulte politique permanente. Hein. C'est très étonnant, un réseau professionnel. Alors vous avez ceux qui insultent Macron, vous avez ceux qui insultent Le Pen, vous avez ceux qui insultent Mélenchon, mais et ça c'est les médias qui ont fait ça, parce qu'en fait les médias créent une polarisation polémique, au lieu de documenter les sujets et de les instruire, comme nous le faisons, quoi. Et le niveau des hommes politiques a baissé. Et le niveau des hommes politiques a baissé, oui. Moi, donc il va rentrer à l'Académie à Toulouse, là. Bon, il a fait sa carrière à l'Assemblée nationale, hein, donc il y a passé, 35 ans à peu près, il est en pré-retraite. Il a travaillé avec beaucoup d'hommes politiques de premier plan, hein, notamment avec Giscard d'Estaing. Et il m'a dit, mais le niveau a beaucoup baissé, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus écrire, ils ne savent plus parler, ils font des fautes. Moi je le vois aussi, hein, sur LinkedIn, des gens qui écrivent sans faute d'orthographe sont rares. Hein, vous avez des fautes d'orthographe. Bon, merci Maxime pour tous ces enseignements et vos témoignages. Merci et au revoir.